Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode de Les Chiffres. Je suis Éric Renier avec mon ami Philippe J. Fournier. Philippe, comment ça va? Bonjour Eric, très content de te parler aujourd'hui, ça va très bien, j'espère que toi aussi tu vas bien. Ça faisait longtemps qu'on avait fait un épisode en français, nous avons enfin des données à décortiquer. Et dis-moi mon cher, par où aimerais-tu commencer aujourd'hui? Ben, on va commencer avec le nouveau sondage de Léger, le sondage pour le Journal de Montréal. On a attendu pour des nouveaux chiffres un sondage au Québec et ça a pris un mois d'avoir des Ouais. nouvelles données. Donc, ce sondage-là, c'était de Léger, c'est 35% pour le Parti québécois, 21% pour la Coalition Avenir Québec, 17% pour les libéraux, 13% pour Québec solidaire et 11% pour le Parti conservateur. Ah, Philippe, quels sont tes commentaires, tes pensées à propos de ce sondage? Donc le Parti québécois à 35, c'est un peu plus haut que ce que Léger avait mesuré en octobre. Cependant, il faut le dire, ça reste des fluctuations mineures, mais ce 14 points d'avance, là, ce 14 points d'écart entre le Parti québécois et la CAQ, c'est le plus creux jusqu'à maintenant ce qu'on a mesuré. J'avais vérifié la liste des sondages. Palace Data et Léger avaient eu 12 points d'écart entre le PQ et la CAQ. Là, c'est 14. Et ça m'a fait un peu penser, Eric, aux discussions que nous avons eues ensemble sur le fédéral l'an dernier, où quand l'écart entre les libéraux et les conservateurs était d'abord de 8 points, et ensuite de 10 points, et ensuite de 12 points, et ensuite de 15 points. Et on se disait, ben, assurément, éventuellement, les chiffres vont revirer de bord, ils vont changer, la tendance va s'inverser. Je n'ai rien vu au cours de l'automne, Eric, qui pourrait m'indiquer que la CAQ pourrait remonter la pente. Évidemment, je ne fais pas une prédiction pour l'an prochain ou pour 2026, ce n'est pas ce que nous faisons, mais la CAQ est dans un creux. Je ne vois pas, considérant le déficit de l'an dernier, considérant l'équipe que la CAQ semble garder, il n'y a pas eu de remaniement ministériel majeur, je commence à vraiment avoir de la difficulté à croire que François Legault et la CAQ pourraient renverser la tendance qui est présentement mondiale contre les gouvernements sortants. Et le Parti québécois coche toutes les cases présentement avec 35%. Donc, ça a été mes premières impressions. Et toi, quelle était ta réaction en voyant ces premiers chiffres? Je trouvais que c'était surprenant d'avoir 35% pour le Parti québécois, qui est le plus haut niveau qu'on a vu de Léger, probablement depuis quoi, Depuis 2014, 2000. depuis Pauline Marois. Oui, Ouais. c'est ça. Et 21% pour la CAQ. Comme toi, je pensais que peut-être l'écart aurait diminué au fil des temps. Mais tu as dit quelque chose d'intéressant. Tu ne penses pas que c'est possible pour François Legault et la CAQ de remonter la pente? Est-ce que c'est possible pour la CAQ de le faire? Parce que 2 ans, c'est beaucoup de temps. On sait que le Parti québécois est en première place. Il y a un course à la chefferie pour le Parti libéral. C'est un peu nouveau de voir le PQ dans une bonne santé comme ça depuis il y a 10 ans. Est-ce que c'est possible qu'il va y avoir des changements ici d'ici 2026? Et est-ce que ça a besoin de quelqu'un de différent comme chef de la CAQ? Est-ce que François Legault est le problème ou est-ce que c'est la CAQ? Ben, c'est une bonne question et je faisais référence il y a un instant, Eric, au fédéral. On ne se pose pas exactement la même question au fédéral depuis un an avec Justin Ouais. Trudeau. Je veux dire, est-ce que un changement de chef pourrait secouer la donne? La réponse, bien sûr que c'est possible. Cependant, je veux dire, François Legault, taux de satisfaction de 32% selon ce sondage léger, insatisfaction de 61%. Et donc, c'est un moins 29. Là. Et donc, ce sont des chiffres qui sont tellement creux. Ça me fait penser au sondage Palace en octobre, où on voyait les chiffres personnels de M. Legault étaient moins 30. Là. Je veux dire, c'était des chiffres qui étaient tellement pauvres qu'on pouvait dire qu'il tirait son parti vers le bas. Maintenant, est-ce qu'on peut dire la même chose ici avec ce sondage léger?
Ben, il ne l'aide pas, assurément. Mais c'est quand on regarde la division des intentions de vote, bon, par région, par langue, par âge, tous ces sous-groupes-là, par âge, la CAQ, on estime que la CAQ a eu plus de 50% du vote en 2022 des électeurs plus âgés. Et là, il est à 26% selon Léger. C'est 17 points de recul par rapport au Parti québécois. Donc, nous avons vu des électeurs francophones plus âgés carrément quitter la CAQ et retourner au Parti québécois. Est-ce que des décisions à court terme, on parle vraiment des 12 prochains mois, pourraient renverser cette vapeur-là? On va avoir une mise à jour économique dans quelques jours au Québec. On se souvient, l'an dernier, Éric, la CAQ, M. Girard, ministre des Finances, avait annoncé le plus grand déficit de l'histoire du Québec, 11 milliards de dollars. Et ce, après avoir coupé les impôts et après avoir dépensé énormément. Bon, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie, mais la pandémie n'expliquait pas tout. Est-ce que vraiment, en 18 mois, la CAQ pourrait renverser la vapeur avec les coupures qui s'en viennent dans les services publics? Je veux dire, j'ai de la misère vraiment à voir ça. Et dans les chiffres, je ne vois pas quelle tranche démographique la CAQ pourrait convaincre à nouveau. Il faudrait qu'elle... Parce que la CAQ n'était déjà pas très forte auprès des jeunes. Elle ne l'est toujours pas, Éric. Chez les 18-34 ans, on a Québec solidaire 33%, le Parti québécois à 23%, le Parti conservateur d'Éric Duhaime à 21% et ensuite 14% pour la CAQ, 9% pour les libéraux. Alors, je ne sais pas, j'ai de la misère à voir dans ces chiffres-là quelle tendance pourrait être renversée. La CAQ a perdu du terrain partout. Et ça nous mène, bien sûr, et je voulais te poser la question, il y a eu un sondage coulé par le Parti québécois en fin de semaine. C'est une belle coïncidence. Le Parti québécois était à Victoriaville pour un conseil national dans la circonscription d'Arthabasca et ils avaient un sondage de la circonscription d'Arthabasca. C'était comme c'était planifié. C'était incroyable. Comme un grand orchestre. Mais en passant, je dis ça, ça a l'air cynique, mais il n'y a absolument rien de mal. Je veux dire, le Parti québécois qui sonde une circonscription et qui voit que les chiffres sont favorables et qui coulent, tous les partis font ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais la CAQ est à 23% dans le sondage de Segma Recherche dans Arthabasca. La CAQ avait eu 52% du vote. Alors, pour moi, c'est un autre indicateur, une autre coche qui vient, une autre case à cocher qui nous dit que la CAQ a déraillé auprès de l'électorat francophone. Et maintenant, ça fait 1 an. Alors, ce n'est pas une fluctuation, ce n'est pas... Monsieur Paul Saint-Pierre-Plamondon semble avoir vraiment capturé l'attention de bien des électeurs québécois. Mais je me demande si ça va durer pour 1 an et demi, peut-être 2 ans. C'est difficile de maintenir un appui comme ça pour longtemps, surtout quand tu es un parti qui avait 3 députés, 15-16% du vote la dernière fois. Comme j'ai dit, il va y avoir un nouveau chef au Parti libéral. Peut-être que ça va changer des choses. Il va y avoir probablement un nouveau premier ministre à Ottawa. Ça, c'est un inconnu. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver avec Donald Trump aux États-Unis. Il y a des choses qui pourraient changer la donne, mais je ne suis pas convaincu, comme toi, que c'est des choses qui vont aider la CAQ. Si Pierre Poilievre devient très impopulaire au Québec, est-ce que ça va aider la CAQ ou est-ce que ça va aider le Parti québécois? Ça, c'est difficile à dire en ce moment. Probablement, ça va aider le PQ. Mais avec ce sondage de Segma à Arthabasca, donc c'était 30% pour le Parti québécois, 26% pour les conservateurs et 23% pour la CAQ. Ça aligne un peu avec tes projections. Oui. Donc, c'est pas surprenant d'avoir des chiffres comme ça. Mais c'est un peu inattendu d'avoir que dans un comté comme Arthabasca, le principal rival pour le Parti québécois, c'est les conservateurs et pas la CAQ. Je ne sais pas si ça va être comme ça dans une élection partielle. On ne sait pas si les conservateurs ont la machine pour mener un campagne, même si c'est une élection partielle, mais ça a l'air quoi d'avoir une course entre Saint-Pierre Plamondon et Éric Duhaime? Je sais pas, moi. Oh mon Dieu! Ben, en fait, je crois que pour Éric Duhaime et son équipe,
Je crois que c'est un scénario rêvé parce que, bon, ils vont bien sûr démentir ça, mais la CAQ étant un parti centre-droit modéré nationaliste, et on sait qu'il y a un mix de visions à la CAQ, alors qu'au Parti québécois, mon Dieu, Éric Duhaime va bien mieux préférer faire campagne contre le Parti québécois que contre la CAQ, du moins, je crois. Mais non, moi, je ne suis pas surpris, en fait. Si on regarde les résultats en 2022, le PCQ avait terminé deuxième. Ils avaient eu 25% des suffrages. Et donc, tous les sondages présentement nous indiquent que les conservateurs, malgré qu'ils sont absents de l'Assemblée nationale et qu'ils n'ont pas une grosse équipe, c'est Éric Duhaime et quelques conseillers, mais leurs chiffres se maintiennent. Le Palace avait 14%, Léger avait 13%, cette fois-ci 11%. Ça oscille toujours dans les mêmes eaux. On rappelle qu'ils avaient eu 12,9% du vote à l'élection. Alors que les conservateurs aient le quart du vote dans ce sondage, dans Arthabasca, pour moi, ça m'indique que la base est restée, malgré que le PCQ n'a peut-être pas grandi, mais la base est restée. Donc, c'est un peu par défaut. Ben, c'est le Parti conservateur en deuxième place. C'est un peu par défaut, et si j'étais Éric Duhaime et le PCQ et je regarde ces chiffres-là, j'espérerais que la CAQ pourrait monter un peu, parce qu'on pourrait voir un scénario où la division du vote, où le gagnant a 29% du vote. Je veux dire, ça serait similaire à ce qu'on avait vu au fédéral dans la salle Aymar-Verdun. Le Bloc a eu combien? 28% du vote pour l'emporter. Et donc, on pourrait avoir un vote divisé. Et dépendant qui les conservateurs présentent dans cette circonscription-là, quand la partielle va survenir, quelqu'un de local peut-être quelqu'un qui a un profil un peu plus important, on pourrait voir le PCQ l'emporter. C'est juste que s'il y a un transfert d'électeurs de la CAQ vers le PQ, par défaut, le PQ doit être considéré comme le favori. Mais pour revenir justement à cette circonscription-là, ce n'est tellement pas une circonscription qui est historiquement favorable au Parti québécois. Si on regarde, je veux dire, les chiffres des dernières années, je les ai ici, le Parti québécois en 2014, OK, c'était une défaite, mais ils ont eu 17% du vote. Ils étaient presque 30 points derrière la CAQ. En 2018, 9% du vote. Le PQ a fini derrière Québec solidaire et derrière les libéraux dans Arthabasca. Et en 2022, 10%, fini troisième, mais loin derrière la CAQ et loin derrière les conservateurs. Alors, toi et moi qui faisons des projections de sièges avec les sondages, là, on a un sondage qui nous indique que le PQ a triplé ses appuis dans une circonscription qui, historiquement, ne lui est pas favorable. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et aussi, on a un sondage qui nous indique que la CAQ pourrait avoir perdu presque 30 points dans une circonscription qu'elle détenait alors qu'elle n'était même pas au pouvoir en 2014. Alors, si tu regardes la liste des circonscriptions remportées par la CAQ et que tu traces une ligne à Arthabasca, il n'en reste plus beaucoup à la CAQ. Je pense qu'on sous-estime, même malgré que les chiffres ne soient pas très bons là, pour la CAQ, mais je pense tout de même, Éric, que l'on sous-estime à quel point la CAQ est en difficulté. J'ai vu tes dernières projections, tes projections mises à jour pour le Québec. Tu donnes à la CAQ combien? 8 sièges, je crois. Est-ce que je me trompe là-dessus? Oui. Moi, c'est 7. Donc, on est dans les mêmes eaux, mais j'ai fait une petite recherche et je vais tester tes connaissances de la politique québécoise. Quelle est, selon toi, la plus grande chute de sièges sur 2 élections consécutives par un parti? Est-ce que tu aurais... mettons, tu penses à des grandes débarques dans l'histoire politique au Québec. Quelle serait la plus grande chute de sièges dans 2 élections consécutives? Je ne sais pas. Est-ce que c'est comme... les élections... Je te surprends, je t'en ai pas parlé d'avance, c'est pour ça. Est-ce que c'est entre 81 et 85 pour le Parti québécois, peut-être? Le Parti québécois, en 1981, avait eu 81 sièges, n'est-ce pas? Et en 85, il n'y en a pas eu 30. Un petit peu, peut-être que je me trompe. Je n'avais pas noté celle-là, mais je vais regarder tout de suite. Mais même 30 sièges, c'est un résultat favorable pour la CAQ. Il prendrait
30 sièges en ce moment, je crois. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que bon, le PQ est tombé à 23. Donc ça serait une chute de 57 sièges. Moi, j'ai ici le PLQ, les libéraux, de 73 à 76. Ils sont passés de 102 sièges, on se rappelle la victoire massive de Robert Bourassa, et ensuite pour perdre le pouvoir en 76 contre René Lévesque. Ils sont passés de 102 à 26 sièges. Donc ça, c'est une chute de 76 sièges. La CAQ, présentement, serait chanceuse de perdre 76 sièges. Ça lui en ferait 14. J'ai pas trouvé de plus grande chute entre deux élections. Il y a aussi, pour les montées, le PLQ est passé, le Parti québécois, pardon, le PQ, est passé de 6 sièges à 71, entre 73 et 76, quand il a pris le pouvoir la première fois. Mais ça serait une chute historique si ça devait se concrétiser. Je me suis fait dire à bien des reprises, surtout sur les médias sociaux, il reste du temps avant les élections et vous savez quoi? Ils ont entièrement raison. Éric et moi ne faisons pas de prédictions présentement. Cependant, quels indicateurs, sauf le fait qu'il y reste du temps, à part ça, qu'est-ce qui vous indique que la CAQ pourrait remonter? Les gouvernements en place partout dans le monde occidental sont en difficulté post-pandémie. Je ne vois pas comment la CAQ pourrait remonter, et surtout avec l'attitude qu'ils ont présentement. Mais c'est un signe que la CAQ n'a pas vraiment une base très solide. Les libéraux, même dans une élection catastrophique, ils sont capables de gagner des sièges sur le West Island et en Outaouais et tout ça. Mais la CAQ, si ça va mal pour la CAQ, il pourrait retourner dans les résultats de Mario Dumont de 4 sièges, 7 sièges de l'ADQ, parce que c'est ça la base pour la CAQ. Et on voit que, comme tu as dit, à Arthabaska, c'est possible d'avoir que le parti perde presque la moitié ou plus de leur appui. Mais le fait que c'est le Parti québécois qui est en première place avec 30%, même dans un comté qui, dans le passé, était très difficile pour le PQ, ça indique aussi que la coalition derrière le PQ est très différente. Oui. Que c'est possible pour le PQ de prendre les votes de la CAQ, que au niveau des électeurs, je ne dis pas pour le politique comme tel pour le parti, mais pour les électeurs, le base péquiste est peut-être plus à droite que dans le passé. Oh mon Dieu! Donc, c'est possible. Oui, mais c'est ça. C'est possible d'imaginer des sièges comme ça, que dans le passé où le parti était, sa base était beaucoup plus la gauche, c'était difficile dans des régions comme le centre du Québec. Et donc, peut-être on va avoir plusieurs surprises comme ça, que ça va être plus difficile dans les comtés plus urbaines, ça va être plus facile pour le parti dans les comtés qui sont plus conservateurs. C'est possible que les résultats des prochaines élections ne vont pas être faciles à prédire. Que si on fait juste un swing proportionnel ou uniforme à travers le Québec, ça donnerait des résultats différents que les résultats réels. Donc, je trouve que les élections partielles à Arthabaska, puis aussi à Terrebonne, parce que Terrebonne, c'est un comté péquiste, au moins traditionnellement, ça va nous donner des signes que est-ce que la coalition derrière le PQ est différent maintenant? Je veux dire, n'importe quel observateur présentement voit le PQ remporter Terrebonne facilement. Je pense que c'est... Évidemment, en politique, il ne faut rien prendre pour acquis, mais je ne pense pas que le Parti québécois va vraiment faire des cauchemars en route vers la partielle en Terrebonne. La partielle d'Arthabaska va nous en dire beaucoup plus sur cette nouvelle coalition par le PQ. Parce que là, je vais dire quelque chose qui, je pense, pourrait sembler controversé pour certaines personnes. Je ne pense pas que ça l'est parce que les chiffres sont derrière ça. Mais oui, en effet, historiquement, le Parti québécois a toujours été un parti modéré, centre-gauche, social-démocrate. Mais là, présentement, on voit que le Parti québécois pourrait répliquer le résultat et les électeurs et les circonscriptions gagnantes de la CAQ. Alors, le Parti québécois pourrait, il répète la recette de la CAQ, c'est-à-dire balayer les régions, les banlieues, rajouter un peu de la ville de Québec là-dedans.
Ça ne sera plus le même Parti québécois, ça c'est certain. Un Parti québécois qui est vieillissant, mais qui est encore efficace et qui s'est trouvé un chef. Peu importe ce que vous pensez de M. Plamondon, il a réussi tous les tests depuis son élection. Bon, ça a commencé avec le serment du roi et ça n'a pas arrêté. Parce que de voir la CAQ trébucher, c'est une chose, mais de voir un parti capable de prendre le ballon et ensuite de le prendre, c'est d'autres choses. Donc, bien sûr, on va avoir des nouveaux chiffres avant Noël, voir si ça se maintient, si l'avance se gonfle. Mais laisse-moi te dire ceci, je suis capable d'envisager en 2026 un résultat électoral identique à ce qu'on a vu en 2022, mais avec les chiffres du PQ et de la CAQ inversés. Donc, on et 3 verra. sièges pour la CAQ. Ben oui, oui, absolument. Ça serait possible. Et si le PQ remporte toutes les circonscriptions dans les régions du Québec, gagne les francophones par 20 points, il va avoir bien sûr un effet du mode de scrutin, n'est-ce pas? Mais je serais capable de voir le Parti québécois juste ratisser les régions que la CAQ, qui ont été si favorables à la CAQ depuis 2018. Donc voilà. Ce sondage avait des chiffres par rapport à la course à la chefferie pour le Parti libéral. Oui. Ils ont eu leur congrès à Lévis. Je remarque que dans ce sondage-là, l'appui pour le Parti libéral dans la grande région de la ville de Québec, 8%. Donc, ils ont de travail à faire. Oh oui. Mais c'est encore les mêmes chiffres qui sont favorables pour Pablo Rodriguez, qui était le premier choix des électeurs du Parti libéral. Il avait les meilleurs chiffres personnels. La plupart des candidats ne sont pas très connus. C'était 80% qui disent que ne connaissent pas Charles Milliard, Marc Bélanger. C'était 81% pour Frédéric Beauchemin. Wow. Et Frédéric Beauchemin est un élu en plus. Ouais, c'est ce qui est incroyable quand même. Ouais. Moi, je trouvais que c'était le plus intéressant pour moi, c'était les chiffres hypothétiques. Ouais. Que si c'était Pablo Rodriguez qui était le chef du Parti libéral, le PLQ aurait été en deuxième place, 33% pour le PQ, 26% pour les libéraux, 15% pour la CAQ. Mais c'est parce que j'ai vu qu'il y a 23% des caquistes, des électeurs caquistes, qui votent pour le CAQ, qui voteraient pour le CAQ maintenant, qui voteraient pour un parti libéral avec Pablo Rodriguez comme chef. Et ça, c'est la plus grande perte des électeurs parmi tous les candidats et tous les partis. Donc, est-ce que la CAQ devrait être peur d'un chef, d'un Pablo Rodriguez comme chef du Parti libéral? Ben, selon ces chiffres, la réponse est oui, parce qu'on discute depuis tantôt à quel point que les chiffres de la CAQ sont terribles, et pourtant, ils sont à 21% selon Léger. Et à 15%, la CAQ, il ne resterait plus rien. Il ne resterait plus rien. Il serait chanceux de remporter une poignée de sièges. Ce n'est pas comme un 15% de Québec solidaire qui a une concentration de vote dans certains comtés. Je veux dire, je pense le QS est à 13% dans ce sondage. C'est un peu plus bas qu'à l'élection. Je ne pense pas que les comtés montréalais, la plupart d'entre eux, ou Sherbrooke sont en danger. Québec, c'est une autre chose, là. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pablo Rodriguez va d'abord recevoir des tirs amis. Au cours du congrès et en chemin vers le congrès de Lévis, des rivaux et des équipes rivales de Pablo Rodriguez commençaient à dire « Oui, mais si le Parti libéral veut avoir une campagne sur la rigueur budgétaire, c'est assez difficile d'avoir un ancien ministre du gouvernement Trudeau venir faire la leçon aux Québécois qu'il faut avoir une rigueur budgétaire, n'est-ce pas? » Et je crois que ces clips-là vont être enregistrés et ensuite utilisés par les partis rivaux du PLQ si M. Rodriguez devait l'emporter. Cependant, la course au PLQ commence en janvier. Il va y avoir des débats. Il va y avoir des tournées du Québec de chacun des candidats et le choix va se faire en juin l'année prochaine. Combien de fois avons-nous vu, Éric, des courses à la chefferie avec un clair favori? Je veux dire, je me rappelle de Peter MacKay qui était supposé devenir le prochain chef du Parti conservateur et les sondages, comme celui-ci,
C'était même pas proche, là. C'était Peter MacKay et tous les autres. Et finalement, il n'a pas réussi à battre Renault Tool en 2020. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, je pense que M. Rodriguez a un avantage sur ses rivaux, particulièrement la notoriété. Quand on regarde les chiffres de Léger sur les bonnes opinions et les mauvaises opinions, M. Rodriguez, 37% de bonnes opinions, 18% de mauvaises opinions et 46% de ne connaît pas. La moitié des Québécois ne savent pas vraiment c'est qui. Alors que c'est vraiment pas la même chose pour M. Coderre. Hein? Ouh là là, 30% de bonnes opinions, 55% de mauvaises opinions pour M. Coderre. Alors, je pense qu'on peut oublier ça ici. Mais on verra bien lors de la course. Sauf que, pour répondre à ta question, Éric, est-ce que la CAQ devrait avoir peur? Un bon chef libéral pourrait venir chercher quelques points qui restent à la CAQ. Le PQ a déjà fait le plein d'anciens votes caquistes. Et on pourrait retourner à une bonne vieille élection PQ-PLQ si ça se concrétise. Ouais. Et pour moi, pour Rodriguez, je dirais que il y a moins de danger d'avoir un n'importe qui, sauf Rodriguez, un mouvement comme ça. C'était plus facile de le voir avec Denis Coderre. Si on ne voit pas que tous les autres candidats et les membres du parti décident qu'il devrait avoir quelqu'un d'autre que Rodriguez, c'est possible qu'il pourrait le gagner, mais c'est quand même tôt dans la course à la chefferie. Les chiffres pour la souveraineté. Oui. Pas beaucoup de changements. Ben, c'est ça qui est tellement intéressant parce que je suis, évidemment, j'ai un intérêt particulier pour les chiffres de la souveraineté depuis que le PQ a commencé à remonter. Et maintenant, en fait, je veux dire, entre 2016 et 2020, je pense qu'il y a eu 3 sondages où il y avait des chiffres sur la souveraineté. Évidemment, des sondages qui ont été rendus publics. Mais maintenant, c'est à tous les mois. Alors, faut faire attention de ne pas analyser du bruit. Sauf qu'au moins, on sait qu'il y a un suivi, il y a un tracker, comme on dit en anglais, que s'il y a du mouvement, on va le voir. Et il n'y en a pas. 37% en faveur de la souveraineté, c'est un bon résultat pour les souverainistes. Dans les sondages légers, on avait vu des 34-35, on avait aussi vu des 38. Le sondage Palace, on le sait, c'est un petit peu plus haut à la souveraineté, entre 38 et 40. Je pense qu'on avait vu une fois un 41. Mais en gros, si on regarde les tendances à long terme, ça ne bouge pas. Mais c'est suffisant. 37% pour la souveraineté. Si le PQ a 37%, il va gagner une énorme majorité à l'Assemblée nationale. Donc, je pense que le Parti québécois ne devrait pas s'en faire trop avec ces chiffres-là pour l'instant. L'objectif, c'est de croître le parti, de croître les appuis, de reconstruire une base. La souveraineté, on verra. C'est sûr que ça va venir. C'est sûr qu'un jour, la souveraineté va venir cogner à la porte, il va falloir en parler. Surtout que M. Plamondon ne s'est pas gêné d'en parler à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Mais quelles étaient tes impressions sur les derniers chiffres à la souveraineté, Éric? Mais mon seul commentaire, c'est que est-ce qu'il y a vraiment un clivage souverainiste-fédéraliste dans la politique québécoise en ce moment? On voit ça dans les sondages, qu'il y a 37% pour la souveraineté, 50% contre. Mais parmi les électeurs péquistes, c'est 25% des électeurs péquistes qui disent qu'ils sont contre la souveraineté. Ouais. C'est 53% parmi les électeurs du Québec solidaire, 26% parmi le Bloc québécois. Et au niveau fédéral, ça semble que ce n'est pas le plus facile de savoir si tu es quelqu'un qui voterait pour le Parti libéral ou les conservateurs, les néo-démocrates. Ce n'est pas une question de la souveraineté, parce que il y a 27% des électeurs conservateurs qui disent qu'ils sont pour la souveraineté, conservateurs fédéraux, fédéral. C'est 18% parmi les libéraux de Justin Trudeau. 1 sur 5 disent qu'ils sont pour la souveraineté. C'est 27% parmi les néo-démocrates. Je pense que le clivage, c'était les clivages sur les questions d'immigration, l'économie, des choses comme ça. La souveraineté, je ne sais pas si c'est l'affaire qui divise les partis et les électeurs de leur parti. Je trouve que ça intéressant. Et pour moi, ça indique qu'une course, une élection, une stratégie basée sur la souveraineté, il y a toujours le danger pour le Parti québécois qu'il va y avoir des Québécois qui disent que oui, peut-être je suis pour, oui, peut-être je suis contre, mais
il y a des autres, les vraies affaires. Les vraies affaires. Ouais. Et c'est ça que je trouve que c'est un peu quelque chose pour le Parti québécois de penser un peu. Mais comme tu as dit, 37% c'est assez, mais si tu es un Québécois souverainiste, tu votes peut-être pour la CAQ, tu votes peut-être pour les conservateurs, probablement pour le Parti québécois, mais ce n'est pas une garantie. Non, ce n'est pas une garantie. Ça, c'est certain. Écoute, je ne suis pas en désaccord, mais je veux dire, il y a une génération entière qui n'a jamais voté sur la souveraineté. En fait, plus qu'une génération qui n'a jamais voté sur la souveraineté. Les gens qui ont moins de 45 ans n'ont jamais voté sur la souveraineté. Ça n'a pas été au centre de la discussion politique pour plus qu'une décennie maintenant. Pauline Marois en a parlé un peu en 2014 et ça a été un désastre. Et avant ça, le Parti québécois n'était pas au pouvoir. C'était Gilles Duceppe qui était comme le grand défenseur du projet à Ottawa. Je pense qu'on voit un prélude. Parce qu'en effet, si le Parti québécois, avec 35, 36, 37% du vote, remporte 85 sièges, et que là, la vaste majorité des Québécois qui n'ont pas voté pour le PQ sont représentés par un député du PQ, un peu comme la CAQ aujourd'hui, ces tensions-là vont revenir. Et c'est sûr que ça va revenir. Je ne vois pas comment ça pourrait faire autrement. Si le Parti québécois et M. Plamondon, qui parle de souveraineté sans cesse depuis presque 2 ans, et je veux dire, on ne peut pas les blâmer de parler pour la souveraineté. Ils sont passés de 15% à 35%. Je veux dire, clairement, ce qu'ils ont fait a fonctionné. Mais tu peux t'attendre, je crois, Eric, que cette tension-là va revenir à l'avant-plan. Mais tu as raison, en effet, ça semble être moins clivant aujourd'hui. Mais je me rappelle, bien sûr, des années 90. Et donc, je sais de quoi ça pourrait avoir l'air, et c'était avant les réseaux sociaux. Donc, ça va revenir éventuellement. Ouais. Je pense qu'on va passer à la fin de l'épisode. On a un nouveau format un peu avec le balado. Peut-être tu peux l'expliquer. En fait, en gros, c'est que nous avons décidé de séparer l'épisode principal avec l'analyse des sondages et des derniers chiffres et aussi le courrier de nos auditeurs. Donc, on demande à nos membres, les membres sur Patreon, qui aussi participent à la discussion sur notre Discord avec nos membres, de nous envoyer des questions sur la politique, sur les chiffres, sur les sondages, peu importe. Et donc, nous avons séparé, nous allons offrir plus de questions et de réponses à nos auditeurs, pour nos auditeurs seulement, donc pour les membres du balado. Et bien sûr, si vous voulez devenir membre du balado, nous vous invitons à le faire, ça nous encourage dans le projet, on veut grossir un peu notre communauté et agrandir notre communauté. Et donc, on vous invite à le faire, www.leschiffres.ca, pour avoir accès au courrier des auditeurs. Donc, nous allons maintenant enregistrer le courrier et nos réponses. Donc, merci beaucoup, Eric. On va se reparler très bientôt. Nous allons avoir, en français, nous allons reparler en français très bientôt, car nous allons avoir d'autres sondages avant la pause des fêtes. Et je pense que ça pourrait être pas mal intéressant. Généralement, Léger publie son baromètre des personnalités québécoises. Et ça, c'est toujours intéressant. Donc, voilà. Bon, merci tout le monde et à la prochaine fois. Merci tout le monde.